Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va surtout parler Formule 2. C'était le grand retour de la Formule 2 avec un nouveau règlement, on va en parler en début de vidéo. On parlera également de Théo Pourchaire, top et flop, comme d'habitude, du côté de la Formule 2, hein. C'est pas le même format que pour la Formule 1, on parle pas de tous les pilotes. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne. Je fais chier tout le temps en début de vidéo, mais c'est qu'il y a des raisons. Ça permet d'améliorer la visibilité. Si vous voulez qu'il y ait de plus en plus de gens qui regardent la chaîne, eh bien c'est le moyen c'est le moyen de vous mobiliser pour dire tiens, moi j'étais là au début. Et maintenant il y a 4 millions de vues sur YouTube. J'étais là au début. Bon, ça n'arrivera certainement jamais. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez par exemple du nouveau format de la F2, de Théo Pourchaire, ou encore des top et flop. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage. On commence par ce nouveau format de la Formule 2. Nouveau format de la Formule 2 qui se déroule désormais en 3 courses. Auparavant, il y avait 2 courses. Une course sprint, une course longue. La grille de départ de la course sprint était déterminée par les qualifications. La grille de départ de la course longue, c'était la grille de la course sprint inversée. Pas totalement, c'était les 8 premiers qui étaient inversés. Désormais, en Formule 2, les règles ont changé. Et vous avez 3 courses. 2 courses sprint le samedi, une course longue le dimanche. La première course sprint, c'est la grille inversée des 10 premiers, mais par rapport aux qualifications. C'est-à-dire qu'on prend les temps des qualifications et le 10e des qualifications part en pole position. La grille de la course 2, c'est les 10 premiers à l'arrivée de la course 1 qu'on inverse, c'est-à-dire le mec qui gagne la course 1 par 10e de la course 2 sur la grille de départ. Enfin, la course 3, qui est donc la course longue, est liée aux qualifications. J'ai beaucoup de mal avec ce format parce que vous voyez déjà pour vous l'expliquer, ça prend un petit peu de temps. Et je ne suis pas rentré totalement dans les détails. Je suis parti du principe que vous connaissez un petit peu les sports mécaniques. Imaginez quelqu'un qui ne connaît rien au sport mécanique. Je ne suis pas le seul à avoir galéré. Moi, j'ai regardé la course sur ce Sky Sport. J'ai regardé la course en britannique, parce que je ne les ai pas regardées en direct. Sur Sky Sport, c'est Narain Karthikeyan. Narain Karthikeyan qui a été pilote de Formule 1 chez Jordan, pour ceux qui s'en souviennent pas. Et je ne sais pas s'il n'a pas roulé également en 2010. C'était pas l'équipe Campos. La base, c'était Campos. Ça devait s'appeler Campos au départ. Chez HRT. Cette équipe qui n'a pas duré longtemps, je crois qu'elle a fait 3 saisons. Je ne sais pas s'il n'a pas roulé chez HRT à l'époque, comme Christian Klein, Karl Mouchandok. Peut-être que je confonds avec Karl Mouchandok. Du côté il a galéré autant que moi avec la consultante. Et pourtant, c'est c'est 2 personnes, la consultante, enfin la journaliste et Narain Karthikeyan, qui ne font que la F2. Hein. Et la F3, ils font les catégories annexes de la Formule 1. Et même eux, ils ont mis 3 plombes à expliquer. Donc déjà, ce format de la Formule 2, pour moi, il est très compliqué pour les néophytes, pour ceux qui ne connaissent pas la catégorie. Et ensuite, pour moi, il n'y a aucun intérêt à faire la pole position en qualification. Pour moi, il faut presque mieux faire 5 ou 6 en qualif. Parce que tu as une chance de pouvoir gagner la course 1. Après, bon, la course 2, tu la gères parce que tu pars 10e, il faut la gérer, mais elle est parfois plus animée que la course 1. Enfin là, sur ce Grand Prix de Bahreïn, elle était plus animée. Et partir 5e de la course longue, comme la gestion des pneus est très compliquée en F2, et puis qu'il y a plein de pilotes qui n'arrivent pas à gérer l'embrayage au départ, parce que cette monoplace de F2 n'a toujours pas changé au niveau de l'embrayage, ça devient presque intéressant. Donc, je suis presque à me dire que faire la pole position est presque une contrainte aujourd'hui en F2. Ce qui semble tout simplement incroyable. Parce que vous partez donc 10e de la course 1, tout ce que vous remontez ne vous avantage quasiment pas pour la course 2, parce que si vous gagnez des positions en course 1, c'est-à-dire si vous finissez 6e, en fait ça vous fait partir quand même déjà 4 ou 5 de la course 2. Enfin, ça vous fait partir 4, donc c'est déjà moins intéressant que de partir de la pole position. Et le dimanche, la pole position le dimanche, la course longue, il faut savoir gérer les pneus. Donc si vous ne savez pas gérer les pneus, votre pole position, vous la perdez assez vite au final. Donc faire la pole n'a aujourd'hui quasiment plus d'intérêt en F2. Quand même un concept assez extraordinaire.
Enfin, ça va aider certains pilotes. On passe tout de suite à Théo Pourchaire. Je ne vais pas mettre plus d'habillage que ça. Du côté de Théo Pourchaire, 11e des qualifications. Donc, il devait partir en pole position de la course 1. Il est parti en pole position de la course 1 avec la disqualification du Jory Vips et il a abandonné. 6e de la course 2 avec une énorme remontée, il partait en 19e position. Et 8e de la course 3 où il est remonté également. Faut pas lui mettre trop la pression à Théo Pourchaire. J'ai vu des mecs sur YouTube faire des vidéos. Théo Pourchaire, le futur de la F1 française, peut-être le futur champion du monde. Oh, on se calme, il a 17 ans. Il a 17 ans, il a encore peu d'expérience en sport mécanique. Voilà, c'est que sa 3e saison en sport mécanique. Il a fait une saison en F4 française, une saison en F4 Allemagne où ça s'est très très bien déroulé. Et je ne sais pas s'il n'a pas fait aussi la F4 italienne la même année. Et il a fait une saison en F3. Alors certes, pour le moment, tout lui a réussi. Il faut le dire. Tout lui réussit en ce moment à Théo Pourchaire. Mais il a que 17 ans. C'est-à-dire qu'il a 3 ans de moins que Yuki Tsunoda. C'est important de l'avoir en tête. Je pense même que c'est l'un des plus jeunes pilotes à arriver en F2. Alors cette année, il y a Nannini, donc Nannini qui a 16 ans, qui a un an de moins que Pourchaire. Je pense que c'est Nannini qui a ce record-là, mais des pilotes de moins de 19 ans en F2, il n'y en a pas eu 150. Dès qui ont été champions dès leur première saison, ces derniers temps, il y en a. Le dernier, ça doit être Charles Leclerc. Et encore, j'ai un doute. Si, je crois que Charles Leclerc avait été champion de F2, je crois, dès sa première saison. Et il était quand même plus vieux que Pourchaire aussi. Donc cette année, je pense que Pourchaire, l'objectif, c'est d'aller chercher des points et de faire meilleur débutant. Mais n'allons pas lui mettre la pression à lui dire c'est le nouveau champion du monde. Surtout que ça veut donc très clairement dire on oublie Pierre Gasly et Esteban Ocon. J'ai pas l'impression que Pierre Gasly soit quand même un branquignol, il a quand même été vainqueur d'un Grand Prix avec une AlphaTauri. Donc il faut relativiser, faut pas lui mettre trop de pression, faut attendre qu'il performe. Il a l'avantage, c'est d'être arrivé très vite en F2, donc de presque pouvoir perdre une année. Parce que imaginons que cette année, il fasse pas une saison incroyable et qu'il soit champion au bout de 3 saisons, il serait champion à 20 ans de Formule 2. À 20 ans, champion de Formule 2, tu accèdes très facilement à la Formule 1 aujourd'hui. George Russell, je crois qu'il avait 21. Il n'était pas si jeune que ça, Russell. Il avait 20 ou 21 ans quand il a été champion, je crois. De tête, à vérifier. Mais c'est... Voilà, donc faut pas lui mettre la pression. Je crois qu'il performera. Je pense qu'il performera parce qu'il est intelligent. Mais il faut pas mettre trop la pression parce qu'il y a des pilotes comme ça en F2. Ils sont arrivés en gagnant tout et ils ont galéré en Formule 2. Nelson Piquet, par exemple, qui avait tout gagné avant la F2. Son père avait mis les mêmes moyens dans les catégories en dessous qu'en GP2, mais ça n'avait pas marché en GP2. Il s'est cassé les dents en GP2 face à Hamilton notamment. C'est peut-être pour ça que Piquet, père, n'aime pas trop Hamilton et qui dit que tu mettrais Vettel avec la même voiture, je sais plus, il a dit qui, avec la même voiture, il serait champion du monde face à Hamilton. C'est peut-être parce que son fils a été battu par Hamilton en GP2 à l'époque saison 2006, qui est une très bonne saison de GP2 en passant. Du côté donc de Nick De Vries aussi, qui a galéré pendant des années en F2 avant d'être champion, alors que pourtant Nick De Vries avait tout gagné plus jeune. Et à l'inverse, vous avez des coureurs, des pilotes qui n'ont pas été exceptionnels avant d'arriver en GP2 et en F2, parce que le GP2 c'était l'ancêtre de la F2 pour ceux qui ne sauraient pas. Par exemple, Nico Rosberg, il est champion de GP2 en 2005. Avant son titre en GP2, il y a des résultats, mais c'est pas un champion du monde en puissance, très clairement. Quand il arrive en GP2, il vient d'une saison très compliquée en F3 Euro Series, où c'est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'il avait le moteur Opel, alors que Mercedes était arrivé et avait mis beaucoup de moyens sur la table. Bon, c'était un petit peu compliqué, mais Rosberg, par exemple, il est champion de GP2 sans avoir eu de grands résultats avant. Et Nicolas Lapierre, Alexandre Prémat, qui pourtant, eux, avaient eu des très très bons résultats avant d'arriver en GP2, qui avaient aussi remporté le championnat à 1GP. En GP2, les résultats n'ont pas été exceptionnels pour les deux. Donc il faut faire attention, pas trop mettre de pression pour Pourchaire, parce qu'on en avait mis beaucoup sur Nicolas Lapierre et Alexandre Prémat.
et ça a été, je pense, contre-productif. Mais c'est plutôt un week-end intéressant pour Pourchaire, si on revient sur le week-end, plutôt, je dirais, intéressant et constructif pour la suite de sa saison. Je commence avec les pilotes au top. Zou, je vais pas dire son nom, j'arrive jamais à prononcer son nom. C'est... Attends, je vais me concentrer pendant 10 secondes. Gumanzhou, voilà. Vous l'aurez peut-être qu'une fois cette année. Gumanzhou. Week-end, je vais pas dire parfait, mais c'était compliqué de faire mieux. Q1, première qualification, 7ème de la course 1 en partant 10ème. Il a plutôt été gérer sa course et puis surtout vainqueur de la course du dimanche, où il a fallu gérer les pneus et où il a fait des dépassements vraiment très intéressants en fin de course. Du côté de Gumanzhou, vraiment un week-end presque parfait parce qu'il fait la pole, parce qu'il gagne la course longue, parce qu'il fait un bon résultat en course 2 en étant 3ème. Il a fait ce qu'on attendait de lui sur ce week-end de course. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Cette année, on l'attend un petit peu au tournant de Zou parce que l'année dernière, il a déçu. Meilleur rookie en 2019. L'année dernière, il n'y a pas eu vraiment d'évolution en fait entre sa saison de débutant et c'était peut-être même presque moins bien sa deuxième saison. Donc cette année, on l'attend au tournant parce que lui doit avoir 20 ou 21. Donc il va falloir quand même commencer à performer. Que chez Alpine, on aimerait bien qu'il y ait un pilote de la filière qui soit aux avant-postes. Que du côté de Zou, même s'il n'y a pas la Formule 1, il y a toujours l'endurance. Et que de toute manière, en Formule 1, un Chinois en Formule 1, je pense que Williams apprécierait en termes de sponsoring. Donc il y a vraiment un intérêt pour lui à performer parce qu'il sait que s'il est champion ou vice-champion, il y a des possibilités d'aller en Formule 1, surtout qu'on sait que Williams et Renault voudrait avoir un accord avec Williams au niveau fourniture moteur. Il voudrait refournir Williams comme à la belle époque des années 90 ou à l'époque un peu moins fructueuse de Maldonado, même s'il y avait eu une victoire à Barcelone avec la Williams à moteur Renault. Du côté de Zou, week-end, qui est très bon. Il a bien géré les pneus sur la course 3. Il n'en a pas trop fait, en fait. Il n'a pas surpiloté, il a piloté à sa main. Après, il faudra peut-être montrer un peu plus sur d'autres pistes. Par exemple, en Azerbaïdjan et à Monaco. Mais là, ça a suffi pour gagner ce meeting et prendre la tête du championnat du monde. Parce qu'il faut dire qu'il a la tête du championnat du monde avec un petit pécule, un petit avantage. Je continue avec Richard Verschoor. Richard Verschoor, débutant. Vous voyez les résultats en bas de l'écran sur son premier week-end de course. Dommage de l'abandon en course 1. Mais pour un débutant qui en F3, par exemple totalement le contre-exemple de Pourchaire, Richard Verschoor en F3 et GP3, il s'est un petit peu cassé les dents sur cette catégorie sans avoir de grands résultats. Certes avec MP Motorsport, il faut quand même le rappeler. Et bien là, ça a plutôt bien fonctionné. Il a été devant son équipier aussi. Il est dans la même... Richard Verschoor, il est aussi dans la même structure. Chez MP Motorsport que l'année dernière, qui est une structure néerlandaise, donc c'est vrai que pour un néerlandais, c'est quand même un avantage. MP Motorsport est quand même pas l'équipe du siècle, il faut aussi en prendre compte, même si l'année dernière, ils avaient gagné 2 courses avec Drugovich. Voilà, en course longue, c'est vraiment la course qui est la plus compliquée, je pense, pour des pilotes qui arrivent de la F3, et il s'en est très très bien sorti en course longue. Très bonne gestion des pneus, très bonne gestion de l'arrêt au stand, alors que Pourchaire a eu un peu plus de mal par exemple sur la gestion des pneus. En course 2, il fait aussi une énorme remontée comme Théo Pourchaire, parce que je crois qu'il part 1 ou 2 places devant Théo et il finit 5ème, donc vraiment un très très bon résultat. Il a été offensif, lui. Il a fait des beaux dépassements. Après, on verra ce que ça va donner dans les courses à venir, mais c'est un très bon début de championnat pour Richard Verschoor. C'est peut-être le pilote qu'on n'attendait pas, très clairement, et qui pourrait peut-être réaliser des très très grands résultats cette année. Je continue avec Liam Lawson. Liam Lawson qui vient également directement de la F3. C'est un week-end où, de toute manière, les débutants ont plutôt été à leur avantage. Ce qui, pourtant, n'est pas si facile que ça, parce que la monoplace de Formule 2, elle a plus d'appui, elle est un peu plus complexe, l'embrayage est très difficile,
Donc faire des bons départs, on a vu avec Pourchère en course 1, c'est pas facile. Donc voilà, il y a plein de petits paramètres à prendre en compte. Il y a les changements de pneus, c'est des pneus 18 pouces alors que c'était habitué à avoir des pneus beaucoup plus petits en F3. Il y a une différence de puissance, je crois, de l'ordre de 200 chevaux, un truc comme ça. Je crois que c'est à peu près 600 chevaux une F2 et une monoplace de F3 c'est plutôt 400, donc il y a une différence en termes de puissance. Et la puissance et turbo sont plus présents sur une F2, donc c'est plus nerveux à piloter. Du côté de Lawson, donc pour revenir à son week-end de course, vainqueur de la course 1, donc première course en F2, il la remporte. Je pense pas qu'il soit si nombreux que ça à avoir réussi ce genre de choses. Et en faisant comme ce qu'il réalisait en F3, c'est-à-dire que c'est un pilote qui n'est pas forcément le meilleur dans la bagarre en peloton. Par contre, quand il se retrouve en tête, il fait des bonhommes de chemin seul très facilement. Je pense que c'est un pilote qui sait très bien gérer ses pneus, qui sait très bien gérer son rythme. Par contre, au niveau de la bagarre en peloton, c'est un petit peu moins ça du côté de Liam Lawson et il faudra travailler dans ce domaine-là. Abandon en course 2, bon, c'est dommage de ce côté-là. Mais bon, une victoire et un autre podium, en termes de points, c'est déjà excellent. Ça montre qu'il a compris comment marchait la voiture. Il a eu un problème de fiabilité en course 2, je crois me rappeler. Bon, ce qui est un petit peu Jean-Claude Schoumoun, parce qu'il faut quand même rappeler l'année dernière, il a vu 3 abandons d'affilée en F3 à cause d'un problème mécanique, ce qui est extrêmement rare. Mais du côté de Liam Lawson, bah là encore, des très bons résultats. Il n'y a pas grand-chose à dire. À lui de poursuivre sur cet entrain-là, sur ses bonnes performances. Et le titre de meilleur débutant sera là, et pourquoi pas une place chez Red Bull, parce que Sergio Pérez, bon bah il va peut-être pas rester ad vitam aeternam dans l'équipe. Red Bull, c'est peut-être, moi je pense que c'est une solution de transition. Avec pourquoi pas le départ d'Hamilton à la fin de l'année, ça pourrait engendrer des gros changements du côté du mercato, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bah ouais, Liam Lawson, s'il a des bons résultats en F2 face à Daruvala et d'autres, face à Jori Vips également, ça peut être bien pour lui au niveau du CV. Donc il doit performer aujourd'hui, Liam Lawson. Je termine avec les flops. 3 flops. Je commence avec Robert Schwartzman. Robert Schwartzman qui pourtant m'avait tellement émerveillé en début de saison l'année dernière et qui depuis a beaucoup de mal. Depuis Silverstone, il y a eu cet accident avec Mick Schumacher où Mick Schumacher s'était rabattu sur lui et ça lui avait coûté un abandon à ce moment-là à Silverstone. Je ne sais plus si c'était le premier Grand Prix de Silverstone ou le deuxième Grand Prix de Silverstone. Là, faut pas trop m'en demander non plus. Mais du côté de Robert Schwartzman, depuis ce moment-là, il n'arrive plus à performer avec la voiture. Mais c'est assez troublant ce manque de performance pour Robert Schwartzman depuis maintenant de nombreux mois. Et j'ai l'impression qu'il a démarré la saison 2021 comme il avait fini la saison 2020, c'est-à-dire c'est pas top. Vous voyez, 11e en qualification, on attend beaucoup mieux d'un pilote comme Robert Schwartzman, même 12e, pardon, parce que donc en course 1 il fait 4, c'est pas non plus à se taper le cul par terre. Et puis en course 2, il est beaucoup trop approximatif dans son pilotage et il fait une erreur. Course 3, 7e, ce qui veut dire que la remontée en course n'a pas été incroyable. Il n'arrive pas à attaquer dans la voiture, j'ai l'impression, il n'est pas à l'aise dans la voiture. Quand je le vois, les quelques caméras embarquées que tu arrives à voir de Robert Schwartzman, j'ai l'impression qu'on a un pilote qui n'est pas à l'aise. J'ai l'impression qu'on a surtout un pilote qui n'arrive plus à savoir comment se servir de sa Formule 2, qui n'a plus le mode d'emploi de sa voiture, très clairement. Et c'est assez frustrant pour Schwartzman de voir ça, parce que il avait tellement bien débuté l'année dernière, et il a tellement bien roulé en F3 en 2019, où il était intouchable, il faut très clairement le dire. Daruvala et Armstrong n'avaient pas réussi à vraiment le gêner. Daruvala un peu plus que Armstrong, mais il y avait quand même un écart de points assez important en fin d'année. Tu te dis, c'est quand même dommageable, quoi. Schwartzman, c'est un pilote qui doit être aux avant-postes. Et bon, du côté de l'académie Ferrari, ça se bouscule un petit peu au portillon.
Je disais quand je parlais de Giovinazzi qu'il ne faut pas non plus négliger que Pourchaire fait partie de l'académie Sauber, qu'il est soutenu par Fred Vasseur. Schwartzman, j'ai peur que le rêve de Formule 1 lui passe sous le nez. Un peu ce qui est arrivé à Nick De Vries. Il va falloir là qu'il retrouve vraiment les spotlights, un petit peu Schwartzman, qu'il retrouve des bons résultats, tout simplement. On attend de lui qu'il soit aux avant-postes. Alors, il n'est pas largué au championnat, mais bon, c'est pas le début de saison idéal, parce que je crois qu'il est à 22 points. On verra le point sur le classement en toute fin de vidéo. Lundgaard, un peu pareil que Schwartzman, début de saison piano. Lundgaard, il est quand même chez ART. Il s'est fait presque dominer en course 3. Il y a un dépassement magnifique de Pourchaire, et ça fait un peu mal au moral. En course 1, il profite quand même des erreurs, des problèmes mécaniques de certains de ses adversaires pour s'en sortir. Mais bon, en course 2, il s'en sort bien, mais en course 3, il part quand même 2e sur la grille de départ et finit que 12e. Donc la gestion des pneus a été très mauvaise, ce qu'on lui reproche un petit peu, il faut très clairement le dire. Et puis Lundgaard, il fait partie de l'académie alpine. Face à Zhou, l'écart de performance fait un petit peu mal pour Lundgaard. Et chez Alpine, autant chez Ferrari, il y a peut-être des places qui peuvent se libérer, autant chez Alpine, je suis un peu plus inquiet. Donc j'ai peur que Lundgaard, à un moment, lui dise tu pars. Parce qu'il va y avoir Victor Martins cette année, qui vient en F3. Je pense qu'il est capable de faire des très très bons. Victor Martin, à chaque fois je dis Martins, je ne sais jamais si on doit dire Victor Martin ou Victor Martins. Mais Lundgaard, ça a été quand même un petit peu frustrant sur ce week-end et il va falloir qu'il fasse beaucoup mieux. Et puis je termine avec Juri Vips, disqualifié des qualifications. Alors ça c'est pas de sa faute, mais le week-end a été compliqué parce que 0 point marqué, tout simplement. Et Juri Vips, c'est pas comme s'il avait perdu l'année 2020. Normalement, il devait faire la Super Formula Juri Vips. 2019, il fait la F3. Encore un peu tendre, mais très prometteur. Grosse vitesse de pointe, mais beaucoup d'erreurs en course de la part de Juri Vips. Donc Red Bull décide de l'emmener au Japon, ce qu'ils font assez régulièrement. Il n'a pas pu rouler de l'année. Parce qu'au Japon, les règles anti-Covid ont été très strictes pour la rentrée sur le territoire. Ça a aussi embêté un petit peu à un moment Sacha Fenestraz, qui est un pilote français qui roule en GT500 et qui est embêté en ce moment avec des problèmes de visa en passant. Et du côté de Juri Vips, il a perdu quasiment une année parce qu'il a fait quelques courses en F2 chez Dams pour remplacer Sean Gelael, mais avec une voiture et une équipe qui était dans l'incompréhension totale. Et puis on attend mieux en fait de Juri Vips. J'ai peur qu'à un moment Red Bull dise stop. C'est dommage parce que c'est un pilote qui est très prometteur, mais là pour le moment il en manque quoi. Il manque du rythme parce que même en course, j'ai pas été émerveillé par son rythme quoi, très clairement. Et pourtant en course 3, la course longue, je pense qu'il y avait des opportunités parce que pas mal de jeunes pilotes avaient du mal à gérer leurs pneus et qu'il y a eu quelques abandons aussi. 13e, c'est décevant. Donc quand tu te bats avec des pilotes de chez Charouz ou des pilotes de chez Trident, c'est quand même hyper inquiétant pour Juri Vips. Donc il va falloir, comme on dit dans le jargon, un petit peu se sortir la doigt du cul parce que sinon j'ai peur que fin 2021, son rêve de Formule 1 s'échappe à tout jamais et ça serait triste que ça lui échappe aussitôt en termes d'âge, parce que je crois que c'est un pilote qui a 21, 22 ans, il est encore assez jeune, Juri Vips, et qu'à cause un petit peu de la malchance de la Covid, mais également de mauvais résultats, ces rêves de Formule 1 s'échappent à tout jamais. Bon, on va passer au classement général, parce que je vois qu'on est déjà quand même à 26 minutes de vidéo, un truc comme ça. Classement général, donc, vous l'avez à l'écran, je vous l'affiche. Gumanzou, 41 points, 11 points d'avance sur Liam Lawson, Jeanne Daruvala à 28 points, Oscar Piastri 23. Dommage cette erreur de pilotage qui lui coûte très très cher, ce contact parce qu'il a un peu trop forcé alors qu'il avait perdu le virage 1 du circuit de Bahreïn, Oscar Piastri. On retrouve ensuite Dai Taktoum,
Là aussi, dommage, les 2 premières courses du week-end pour le Britannique. Donc ensuite, Richard Verschoor, Christian Lundgaard, Robert Schwartzmann 8e, David Beckmann 9. David Beckmann, il fait un petit peu comme en Formule 3, c'est-à-dire que c'est la course à la régularité. Et puis on retrouve Marcus Armstrong et Théo Pourchaire, 8e. Juri Vips, voilà, n'a pas marqué de points, comme Ben Viscal ou Ralph Boschung qui est de retour dans cette catégorie. C'est bien triste. Et n'oublions pas le petit point de Matteo Nannini. Matteo Nannini qui va faire à la fois la F2 et la F3 et qui, je pense, doit être le plus jeune pilote de l'histoire à marquer un point F2. C'est mon avis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut plaire à votre entourage, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Manette Production. Allez, ciao ciao!